Regarde cette grande calandre, vraiment imposante. J'en ai vu une comme ça ici, récemment, en Espagne. Je me demandais, genre, c'est quelle marque en fait, au fond? On dirait un Range Rover en plus petit. Donc, si tu as déjà pensé, j'aime le design du Range Rover, mais je ne veux pas y mettre autant d'argent, ça peut être une option. Et aussi, est-ce que celui-ci est un vrai concurrent des marques établies dans ce segment, comme la Nissan Qashqai ou la Toyota Corolla Cross? Même un VW Tigane, mais moins cher. Ici, environ 4,50 mètres de long. Nous allons le découvrir ici avec la JQ7 ou J7 selon le marché, un SUV compact qui est proposé ici en hybride rechargeable et en gros avec une seule option, la version tout équipée. À partir de 31 000 € en hybride rechargeable, 37 000 € en gamme moyenne. Et si vous prenez cette unique option, 40 000 €. Mais là, c'est genre vraiment tout équipé alors. Mais qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Alors, ça se conduit comment? On va le découvrir avec Thomas sur AutoJet Full en 4K plein écran et en intégralité. Allons-y avec le JQ7. Cette calandre a vraiment attiré mon attention aussi parce que je me disais, attends une seconde, c'est une espèce de comme un Range Rover tout-terrain et tout ça. Il est aussi d'une jolie couleur argent lunaire aujourd'hui pour vous. Et que signifie le nom de la marque? JHE signifie Jäger. En réalité, on l'écrit avec un tréma sur le A allemand Jäger. Et cela veut dire chasseur. Et Q vient de cool, qui en anglais signifie cool. Donc c'est le chasseur vraiment cool. C'est le nom de la marque. Idée intéressante, carrément. Ouais, c'est le sens derrière. Et ils sont en fait déjà assez populaires, surtout dans certains pays d'Europe du Sud où les gens veulent juste des véhicules plus abordables. Nous en sommes à 4,50 m, soit 167 pouces, et il y a beaucoup de concurrents très solides dans le segment des SUV compacts. Ils misent vraiment sur le prix et proposent même une hybride rechargeable. Ici, les jantes 19 pouces sont incluses. De grandes roues avec même ces inserts aérodynamiques. Les poignées de porte se rétractent et se déploient. Intégration affleurante, on en parlera. Et on a ce design vertical, façon tout-terrain. Là, c'est pour la trappe à essence. De l'autre côté, ce sera pour l'électrique. Et à l'arrière, tu as aussi un design intéressant au niveau des feux. Quand tu mets des clignotants, il y a vraiment presque un motif de drapeau à damier jaune. Sur le PHEV, tu peux entendre cette indication. Je trouve que le design fonctionne très bien parce que ça ne crie pas nouvelle marque, véhicule totalement nouveau. Ça joue vraiment avec le design existant, ce qui plaît aussi. Et ouais, comme je l'ai dit, ça va dans cette direction design Range Rover, juste que c'est un peu plus petit. Et ici, de l'autre côté, comme je l'ai dit, on a un peu la trappe de recharge EV pour l'hybride rechargeable. Il ne dispose que de la recharge AC 6,6 kW, mais fait rare, il propose également la recharge DC 40 kW pour l'hybride rechargeable. Tous les hybrides rechargeables n'ont pas ça. La batterie fait 18,3 kW pour un modèle compact, elle n'est vraiment pas si petite. C'est aussi une batterie LFP, côté chimie. Et il y a toujours un moteur sous le capot. D'ailleurs, regarde les poignées de porte, elles bougent encore mécaniquement. Et quand tu les saisis vraiment, alors voyons. Donc dans certains pays, ils proposent aussi un moteur essence 1,6 litres. Ici en Allemagne, par exemple, ils n'offrent que l'hybride rechargeable. Et c'est un 1,5 litres, 4 cylindres PAEV. Et ensuite, 280 chevaux et 8,5 secondes au 0 à 100. Si vous avez encore assez de batterie. Et comment ça marche? En général, il roule vraiment tout électrique ici, en traction avant. Et ensuite, vous avez deux moteurs électriques, un à l'avant et l'autre sert de générateur. Et ensuite, le moteur à combustion fait juste de l'électricité pour le véhicule et vous roulez toujours en électrique. Cependant, il existe aussi des situations où le moteur essence peut bel et bien entraîner les roues. Et puis, ils peuvent aussi les combiner. Par exemple, en pleine accélération, le moteur essence et le moteur électrique travaillent en même temps pour entraîner les roues. Différents modes sont possibles. Il existe aussi plusieurs concepts d'hybrides rechargeables, probablement amortis dessous d'ailleurs. J'ai hâte de voir ça, comment ça se conduit, parce que ouais, de l'extérieur, ça en promet beaucoup. Mais est-ce que ça peut vraiment tenir ce qu'il promet? Et ce qui est encore plus intéressant, c'est vraiment l'intérieur. Allez, passons maintenant à l'intérieur. Alors, du coup, la première chose qui me vient à l'esprit, ce sont ces sièges. Ils ont vraiment l'air haut de gamme.
Simili-cuir haut de gamme, donc sans matière animale. Ici, c'est très doux au niveau de l'assise. Et c'est vraiment premium, j'aime. C'est bluffant. Et le confort d'assise est bon ici. 189 602. Il reste de la place pour la tête, grand toit vitré. Je vais l'ouvrir. Et il y a même une espèce de fonction gentleman cachée pour le siège passager. Ou, si tu veux l'utiliser pour être conduit à l'arrière, tu peux facilement déplacer ce siège. Vers l'avant, comme d'ici. Et puis tu as beaucoup d'espace à l'arrière, par exemple. Et cela se poursuivra dans l'ensemble du véhicule. Ça coche à peu près toutes les cases. Donc il y a un pack optionnel qui inclut le toit panoramique, les vitres arrière teintées et le système audio Sony, qui sonne pas mal, pas non plus le truc le plus dingue du monde, mais ce sera mieux que le système de base. Un seul pack avec quelques options, pas d'autre choix du tout. La voiture est affichée à 40 000 € et elle est entièrement équipée. Ouais, je ne sais pas s'il y a d'autres options que tu connais sur d'autres véhicules. Celui-ci n'a pas seulement le chauffage des sièges, il a même la ventilation des sièges. Laisse-moi revenir ici. Menu clim. Ici, au lieu des portières, la partie haute en soft touch intègre l'éclairage d'ambiance. Regarde ça ici. On a ce vrai style de vis, tu connais peut-être, genre sur un Jeep Wrangler ou un truc comme ça. Ça envoie de bonnes vibes tout-terrain et la vue d'ensemble du cockpit ici, le volant, c'est aussi un matériau sans produit d'origine animale. Vous avez ces boutons capacitifs bidons ici. C'est un seul bouton, mais au moins, ça vous donne un petit retour de clic. La gauche, ça sert donc à changer un truc sur ces instruments numériques, juste là. Au fait, j'ai tout mis en mode sombre. Le mode sombre paraît un peu plus sophistiqué que si les écrans étaient plus lumineux. Volant avant, arrière, haut, bas, bien placé, idem à droite, engager les vitesses, etc. Facile. Vous avez un head-up display que l'on voit très clairement. Pas sur la caméra, ce n'est pas si évident. Et ici, ce grand écran imposant. Format vertical de 15 pouces, bien sûr. Et vous avez le menu principal présenté comme ça. Il y a la sélection des véhicules. Vous savez, c'est ce qu'on retrouve sur les nouveaux véhicules électriques. Un peu dans le style Tesla, quoi. Commande de clim visible en bas. On peut cliquer ici ou glisser simplement là. Tu sais, moi je préférerais toujours des boutons physiques. Mais la plupart des trucs, tu peux en fait les trouver assez facilement, du moins plus facilement que dans le système d'infodivertissement. Et ouais, comme je l'ai dit, il est vraiment très grand. Là, c'est l'intégration Apple CarPlay et Android Auto. C'est énorme. Franchement, on voit rarement une intégration aussi grande. Et là, ça, au passage, aussi soft touch, cette surface structurée. Et aussi, la partie supérieure, ici, est un peu plus souple. La boîte à gants descend lentement. Et ici, l'intégration de la recharge inductive est aussi refroidie. Et vous avez les portes-gobelets qui s'adaptent aussi au design Dodge. Et puis quelques touches rapides ici pour, par exemple, choisir le mode HEV ou EV. L'accoudoir est aussi un peu plus souple que sur l'ouverture divisée et il est même refroidi. Oh, le German Parkschab. Oui, on se gare ici en Allemagne. Donc, et c'est vraiment le truc avec cet intérieur que vous trouverez à peine quoi que ce soit à critiquer sur la qualité de fabrication. Vous savez, c'est ça chez les constructeurs chinois. Ici, Jeku est une marque de Chery Motors qui, vous savez, propose le VGT à un prix très bas parce que les coûts de main-d'œuvre et d'énergie sont bien plus bas en Chine. Et ils ont une bonne qualité de fabrication. Les fabricants établis doivent bien sûr lutter contre ça d'une façon ou d'une autre. D'une certaine manière, on peut aussi dire qu'en tant que client, on en profite parce que ça met la pression sur les fabricants établis et qu'ils doivent, par exemple, améliorer à nouveau la qualité de leurs intérieurs. Tout ça est prévu avec un toit panoramique dans ce pack optionnel. Il traverse tout le véhicule et vous pouvez même l'ouvrir. On laisse un peu de pluie entrer. Bon, pour vous montrer, je vais l'ouvrir rapidement. Donc ça traverse le véhicule et l'ouverture. Et puis voilà, en réalité, c'est vraiment assez large quand même. Waouh, quelle énorme ouverture. Et ici, en bas à l'avant, il y a aussi les chargeurs USB-C et USB-A et encore un peu d'espace. Encore une chose, ici à l'avant, on a même des vitres feuilletées. C'est vraiment étonnant. La seule chose négative que je pourrais dire, c'est que l'odeur de voiture neuve ici en ce moment, elle n'est pas si mauvaise. Siège arrière agréable, la qualité de fabrication, même ceux-ci sont recouverts de soft touch sur le dessus avec une insertion midliner
Et ici, c'est vraiment joli. Encore une fois, ça. Un style tout-terrain bien marqué ici, partie inférieure rigide et ici le système audio Sony en option. Bonne qualité douce du simili-cuir ici au niveau des ischions à l'arrière. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et aussi dans la partie haute, la qualité de fabrication est bonne partout dans le véhicule. Et à ce prix-là, c'est étonnant. Et ici, en maintenance à enfoncer, vous avez ces lèvres en caoutchouc par exemple. Pour l'accoudoir, et l'assise est tout à fait bonne et correcte. Vous n'êtes pas non plus assis trop en hauteur du tout, ils sont assez bas. Mais cela rend, encore une fois, l'angle des genoux un peu étrange parce que l'assise est si basse. Mais ici, la garde au toit, 189,62, aucun problème. Et vous voyez, ce toit panoramique va vraiment jusqu'à l'arrière. Le coffre fait environ 340 litres. Voyons ce qu'on a. Ion électrique, bien sûr, tout est inclus. Et ici, c'est la plage arrière. Il y a aussi des rails à gauche et à droite. C'est très proche ici du chariot de cabine, donc pas trop haut. La largeur entre passages de roues fait un peu moins d'1,40 m, plus large que là. Et ici, la hauteur n'est pas très grande, 28 pouces, 70 cm. La longueur normale est ici, 85 cm, soit 33 pouces. Juste en dessous, vous trouverez un très bon organisateur pratique. Donc pourquoi ne pas y ranger les câbles et tout ça. Celui-ci, bien sûr, vous pouvez l'enlever. Et ici, il y a aussi cette position cargo ou le fait de pouvoir régler l'angle de la banquette arrière et de la rabattre directement d'ici. Et ensuite, on a une longueur totale de, voyons, 1,65 ou 65 pouces. C'est facile à retenir. Donc ce n'est pas le plus grand, pas trop haut, mais dans l'ensemble, pour la plupart des usages, je pense que ça va. Qu'en penses-tu? On démarre. L'animation de stationnement est vraiment intéressante. Pourquoi pas? Et la grande question, c'est bien sûr, genre, est-ce qu'il y a un piège en prenant en compte Togo. Y a-t-il un piège, compte tenu de ce qu'ils offrent pour ce prix? Et il y en a quelques-uns. Tu sais, ce que j'ai dit, c'est que l'odeur n'est pas très agréable. Une autre chose que je n'ai pas vraiment dite tout à l'heure. Donc, si je relâche juste le frein et que je laisse la voiture avancer lentement, c'est pas très fluide, tu sais, la sensation entre la pédale de frein et ensuite la pédale d'accélérateur, par exemple. Merci, j'ai mon assistant perso pour désactiver le bip de vitesse. Oh, le son pur de la conduite électrique est, en fait, assez fort, même ici à l'intérieur. Et ce que j'ai aussi remarqué en démarrant, c'est qu'en plus, dans la BYD, Touring, on dirait que vous êtes 6 en Touring. Ici, j'ai à peine de la place pour mon pied gauche. Mes pieds sont un peu à l'étroit ici. Mes pieds sont vraiment trop larges à gauche, là où ils se posent. Et ici, au genou, c'est aussi assez étroit. Je veux dire, au moins cette partie du haut, ici, est un peu souple, mais c'est quand même étroit pour les genoux. Et bien sûr, comme tous les avertissements, le système d'assistance et tout le reste, on a tendance à souhaiter que plutôt tout désactiver. En fait, ça se fait assez facilement, mais c'est aussi le cas. Avec les véhicules chinois, très souvent, sur le marché chinois, il est en fait nécessaire d'avoir beaucoup de systèmes, genre bip, ça, mais bip, ça. Et quand tu t'adresses ensuite à des clients européens ou américains, eux préfèrent, tu sais, qu'on les laisse un peu plus tranquilles. Tu vois ce que je veux dire ici? C'est vraiment intéressant, d'accord. J'ai la priorité ici. Donc on va aussi sur l'autobahn allemande, par exemple. On teste aussi un peu ce que cette isolation ici. Dans la vitre latérale, nous apporte par exemple comme ça. Et il pleut un peu, évidemment, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Du coup, c'est toujours un excellent test pour apprécier le niveau de bruit de ce véhicule. Il a l'air vraiment massif en tout terrain vu de l'extérieur, mais quand on est assis ici à l'intérieur, on a en fait l'impression d'une petite voiture. Peut-être parce que le capot avant est assez bas. Et aussi ici, la ligne de la vitre, juste là, la ligne d'épaule est relativement basse. Et puis aussi la façon dont on est assis dans la voiture. J'ai parfois l'impression, je remonterai légèrement le siège,
On est assis assez bas dans le véhicule, les pieds sont aussi assez hauts, même si ce n'est pas un véhicule 100% électrique. Tu sais, ça peut jouer. Donc pour les grands adultes, l'assise, les sièges eux-mêmes, tu vois, sont bien. Mais la position d'assise dans le véhicule, dans le châssis, n'est peut-être pas la plus idéale pour les grands conducteurs. La direction est très légère, on n'a pas beaucoup de sensations. Mais ici, déjà en situation de circulation, c'est bien que on est en mode tout électrique parce que comme ça, il n'y a pas d'émissions locales et on ne gaspille pas d'énergie. Et ici alors, bien sûr, surtout quand vous êtes dans cette visualisation intéressante, c'est clairement pour la radio. Y a-t-il un mode sport ou autre? Ici, on a des modes de conduite. Peut-être parce que c'est un volant, c'est différent. Ouais, je veux dire, d'un côté, on a le mode EV et le mode hybride. De toute façon, c'est entièrement électrique ici. Les modes de conduite, une visualisation très réussie, normal, sport et éco. Et j'ai vu tout à l'heure dans le système d'infodivertissement qu'on peut activer une option pour que le ressenti du volant soit lié au mode de conduite. Mais on peut aussi, c'est ce que je veux dire, quand je veux juste lâcher un peu le frein, tout le truc du V-cursing, ouais, ça commence à trembler un peu. Bon, là, voyons voir, mode sport, et puis, ouais, PX, ouais, le toucher du volant est c'est un peu plus raide. Pour moi, c'est un peu plus ça, vraiment un peu. Mais dans les deux cas, il faut beaucoup tourner le volant. En fait, c'est tout à fait le cas. Ça se rapproche de ce côté tout-terrain du véhicule, en fait. Et la suspension ici, avec ses jantes de 19 pouces, ouais, pour un véhicule tout-terrain, on s'attendrait à une suspension plutôt souple, mais ce n'est pas le cas. Donc, elle est plutôt raide. Et il y a aussi des bruits sourds, surtout quand tu passes sur des bosses transversales et tout ça. C'est peut-être aussi quelque chose où, à la longue, tu finis vraiment par ressentir le prix parce que de toute évidence, ils ne peuvent pas fournir la même chose qu'une voiture qui coûte le double. Mais je veux dire, pour l'intérieur, les détails et tout, oui, mais pas sur tous les plans quand tu conduis. Ça devient déjà bien clair au bout de quelques kilomètres. Mais la question, bien sûr, c'est à quel point tu t'en soucies. Et c'est par exemple pareil quand tu commandes une Dacia Duster, tu le remarques tout de suite, hein, vraiment. Donc tu sais, tu as un tout petit peu moins pour le prix parce que tu le payes aussi un peu moins. Mais si ça ne te dérange pas ce que tu perds, alors ça peut te convenir. Et si tu dis, par exemple, que tu te fiches de comment la voiture se comporte dans les virages et tout, alors, tu vois, c'est quoi ce bordel? Donc, tu payes moins, toujours la question. Que veux-tu vraiment et de quoi tu as besoin? C'est comme un radar diabolique là. Je crois qu'il est placé à l'arrière, de l'autre côté, non? Et à l'avant, on dirait non, ouais, on peut. Au fait, on est de nouveau en mode normal. Ouais, oh, oui, c'est marrant. Genre, quand tu es en mode normal et que tu gardes l'accélérateur tel quel, puis que tu passes en mode sport, le véhicule part direct vers l'avant. Ça ne devrait pas arriver. Pourquoi ça fait ça exactement? L'accélérateur devient clairement plus sensible, mais ça ne devrait quand même pas réagir immédiatement quand on passe en mode sport. Tu vois, donc au moins quand tu le laisses dans la même position, au même réglage, là c'est toujours beau quand les gouttes de pluie perlent et restent sur le capot avant, ça attire le regard, c'est vraiment très esthétique et agréable. Je veux dire, même pour moi, c'est vraiment comme l'accélérateur et le frein, c'est tellement sensible. Je conduis tant de véhicules différents quand même, mais à tes souhaits. Léa a déjà froid à cause de ça. En fait, c'est vraiment un truc où il faut être une sorte d'annonce de trafic. Il faut être vraiment très, tu vois, il faut être très doux à la fois sur l'accélérateur et sur la pédale de frein, surtout quand tu penses aux passagers, tu sais. Donc, c'est clairement un point à prendre en compte. Là, d'ailleurs, je veux dire vraiment, il réagit un peu, mais ça donne juste, ouais, super léger, tu vois. Je n'ai pas trouvé d'option où tu peux vraiment l'interchanger, où tu as un mode individuel, où tu as ici le mode sport, la résistance, mais en même temps, t'enclenches pas l'entrée d'accélérateur en mode sport. Donc je ne l'ai pas trouvé. Si tu sais pour cette voiture, n'hésite pas à le dire en commentaire. Mais ça ne semble pas possible ici, et pas non plus dans l'infodivertissement. Donc je pense que maintenant, c'est plus important que de savoir comment il se comporte sur l'autoroute allemande. Et maintenant, on va sur l'autoroute allemande et on passe aussi en mode sport. Voyons l'accélération et la vitesse de pointe. On part de 50 km/h et c'est parti.
130. Donc entre-temps, tu as aussi entendu le moteur à combustion se remettre en marche. Et l'accélération était en fait plutôt bonne. On va dire ça comme ça. Là, 130 km/h, 80 miles à l'heure. Et maintenant, on redescend à 120 km/h, 70 miles à l'heure. Ici, c'est pas trop bruyant. L'isolation fait plutôt bien son boulot. Ouais, l'air vient du haut. Ouais, peut-être que si tu peux, si tu es proche, alors le toit en verre, par exemple, que ça peut aider, donc c'est peut-être une bonne idée. Mais oh, j'ai pas trop de feeling pour la direction, faut dire. Donc c'est ça, aller tout droit, c'est en fait correct, ça va. Mais dès que tu prends les virages, tu te retrouves vite dans un autre virage là. Et aussi revenir au mode conduite normale ou éco ici, c'est en fait bien que je puisse appuyer ici. Pas trop de feeling pour la direction et tu peux aussi quand tu vas à gauche, à droite, ouais, pas super agréable pour Léa. Alors, on le sent direct. Ouais, et surtout quand tu es dans le virage et que le volant prend un certain angle, alors c'est encore plus lâche, pour ainsi dire. Voyons un peu ce que je veux dire. Comme ici maintenant, là, il y a genre aucune sensation de la voiture. On ne sait pas du tout ce qui se passe là. Donc, c'est pas l'idéal quand la route est bien plane. Là, les roues de 90 pouces et la suspension, ça va, mais ici, ça commence à accrocher. Donc, t'as pas l'impression d'être en symbiose avec le véhicule, c'est peut-être. Le truc à reprocher, celle-ci, elle est mieux ici. Donc, ouais, passer d'une autoroute à l'autre, c'est toujours super fun, vraiment, mais je dirais que ce n'est pas vraiment le véhicule le plus fun à piloter de façon sportive. Ce n'est pas son but, mais c'est quand même bon à savoir. Et c'est encore un problème, genre pour bien régler la pédale de frein et celle de l'accélérateur. Parce que, encore une fois, il faut être super, super sensible avec ça. Bon, ici, changement de voie, 60 km/h. Je veux dire, ça ne secoue pas trop. Ce n'est pas ça le problème. D'une certaine façon, tu n'as pas la meilleure sensation du véhicule. Et Nia n'a vraiment pas l'air si heureuse, honnêtement. Enfin, je veux dire, ouais, voilà. En fait, ça ne me surprend pas tant que ça parce que je pensais genre, waouh, je veux dire, de l'extérieur comme de l'intérieur, tout le temps, des trucs plutôt cool. Ouais, mais c'est souvent là que ça devient plus critique, non? Genre, la voiture, elle se conduit comment? C'est ça. On a quand même un détecteur d'angle mort ici, d'ailleurs. Ça devrait le faire, non? Voilà, on y est. Enfin, il pleut un peu dehors aujourd'hui, je prends ça en compte. De côté, l'isolation aide vraiment. Le niveau de bruit n'est pas trop élevé. Et oui, sur le dessus, comme Léa l'a dit, c'est probablement une bonne idée de simplement fermer le toit là. Mais ce qu'on n'a pas, c'est le feeling de la voiture, ce côté sportif. Ici aussi, quand il y a des bosses transversales sur la route, ça devient un peu brutal. Donc je dirais que ce n'est pas le meilleur véhicule pour l'autoroute sur le long terme. Mais ce n'était pas prévu non plus. La question, est-ce que ça vous importe vraiment? Ou accordez-vous plutôt plus d'importance au prix et au fait que la voiture ait un look cool dehors et soit top dedans, vous voyez? Et puis bien sûr, ce truc c'est toujours... Peut-être que c'est juste l'agencement idéal ici pour les grands au niveau des genoux et tout, mais si t'es pas aussi grand que moi, peut-être que ça te laisse indifférent. Donc, je dirais que à l'extérieur comme à l'intérieur, on en a plus que prévu en conduisant un peu moins que prévu. La consommation de cet hybride rechargeable est difficile à évaluer. Ici, ils ne font que mélanger les chiffres. Et plus on roule en électrique ici, vous voyez, la consommation électrique monte et celle d'essence baisse. Alors, le GQ, c'est un Jägermeister, un maître chasseur? Ça dépend. Vu de l'extérieur, il a l'air plutôt cool. Effectivement, un petit Range Rover côté look. À l'intérieur, matériaux de belle qualité, beaucoup d'équipements pour un prix relativement bas, y compris la batterie hybride rechargeable et tout ça. Mais pour la conduite, on voit bien qu'on n'a pas tout pour ce prix-là, en pratique, vraiment du tout. Donc, elle ne se conduit pas de manière très spectaculaire. Là, ça, c'est vraiment pas l'idéal quand tu es très grand pour la position au volant, dans la voiture et tout ça, franchement. Et tu n'as pas vraiment l'impression de conduire la voiture, tu vois. Mais si ça ne t'importe pas, c'est en fait vraiment une très bonne affaire pour le prix. T'en penses quoi? Dis-le dans les commentaires. Allez, on passe maintenant à quelques concurrents.